İyi akşamlar sevgili şiirseverler. En güzel şiirleriyle Nermin Hanım'la Şiir Rengi'nde programı başlıyor. Siz de katılıp şiirlerinizi Nermin Hanım'la paylaşabilirsiniz. Hemen şiirlerinizi gönderin, Nermin Hanım seslendirsin. Yaşamak bazen bir şiir misalidir. Sanata ve şiire dair tüm etkinlikler, yeni çıkan kitaplar, edebiyat dünyasındaki son haberler Şiir Rengi'nde programında sizlerle. Şiir Rengi'nde programında sizlerle. Anlamlı sözler, düşler ve hayaller. Aşk, coşku, üzüntü. Bunların hepsi şiirlerde saklıdır. Nermin Hanım'la Şiir Rengi'nde de kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiir dinle. Nermin Hanım'ın yorumlarıyla Şiir Rengi'nde her cuma akşamı saat 19-21 arası Radyo MİT'te. Evet değerli dinleyicilerimiz, Radyo Made in Turkey Şiir Rengi'nde programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir cuma akşamı ve tabii ki yine güzel eserler olacak yayınımızda 2 saat boyunca. Her şeyden evvel iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Her şeyin sizler için güzel geçeceğini ümit ediyorum. Efendim bu akşam 2 tane çok değerli konuğum olacak. Bir tanesi Brezilya'dan gelen çok değerli bir yazar Marina Freitas. Çok güzel bir kitabıyla bizlere katılım gösterecek. İkincisi Fahan Erkan hanımefendi. Biliyorsunuz kendisi birçok kültürel etkinliklerde ve birazdan kendisinin o güzel etkinliklerinden bahsedeceğiz. Şiirler olacak, şarkılar olacak vesaire vesaire. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Küçücük bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra yayınımıza başlayacağız. Yaşasın varsın, dünyanın o son günü sen beni arayacaksın. Bu yangın benle ölünceye dek yaşasın varsın, dünyanın o son günü sen beni arayacaksın. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben, kimseyi koyamadım yerine yeniden. Saymadım sayamadım sensiz geçen yılları, ne inkar ne itiraf, bu yalnızca sitem. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben, kimseyi koyamadım yerine yeniden. Saymadım sayamadım sensiz geçen yılları, ne inkar ne itiraf, bu yalnızca sitem. Zannetme bir gün geri dönmek değil niyetim. Ah, hasrete teslim oldum, asla gelmeyeceğim. Bu yangın benle
Hayattan bezmiş bir köle gibi yaşıyorum niye? Güneşim batık doğmuyor, ağlıyorum gündüz gece. İçimdeki şu yangını sormaz hiç kimse. İlaç olmaz hiçbir çare, dermansız derde. İçimdeki şu yangını söndürmez kimse. Biri de bana sorun dostlar, çekilmez çile. Niye bana gelmiyorsun? Hiç mi beni sevmiyorsun? Zor mu gelir bütün bunlar? Niye susup söylemiyorsun? Neyler çare bulamadım, dostlarım arayıp sormadım. Ağladım sabaha kadar, gözyaşımı silen olmaz. Hayattan bezmiş bir köle gibi yaşıyorum niye? Güneşim batık doğmuyor, ağlıyorum gündüz gece. İçimdeki şu yangını sormaz hiç kimse. İlaç olmaz hiçbir çare, dermansız derde. Niye bana gelmiyorsun? Hiç mi beni sevmiyorsun? Zor mu gelir bütün bunlar? Niye susup söylemiyorsun? Neyler çare bulamadım, dostlarım arayıp sormadım. Ağladım sabaha kadar, gözyaşımı silen olmadı. Niye bana gelmiyorsun? Hiç mi beni Sessizliğini dinlemek bile güzeldi. Zor mu gelir Sensiz yaşamak bütün bu hayatın en çekilmez derdi oldu. niye susup Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Hem de deva dertlerime. Gözyaşımı silen olmadı. Nermin Hanım'la Şiir Renginde programını dinliyorsunuz. Hafta içi istek şiirlerinizi Şiir Renginde Facebook grup sayfamızda bizlere ulaştırabilirsiniz. Şiir Renginde programının bu haftaki konuğu sizlerle.
Oui, bonsoir. Nous sommes en direct de la radio Made in Turkey, votre émission donc préférée aux couleurs de la poésie. Bienvenue à tous nos auditrices et auditeurs. J'espère que tout le monde va très bien. Comme tous les vendredis soirs, nous vous donnons rendez-vous de 19h à 21h pour parler de poésie, de cinéma, de livres, d'événements culturels, etc. Et ce soir, nous accueillons deux belles invitées dans nos studios. Donc Maria Freitas et Farhanak Farhadi qui est avec nous. Donc bonsoir mesdames. Bonsoir. J'espère que tout le monde nous entend très très bien. L'enregistrement est en cours à l'heure actuelle, donc on pourra partager l'émission, donc le podcast plus tard. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions en direct, n'hésitez pas donc à nous faire parvenir. Et nous démarrons notre belle émission. Je vais d'abord laisser la parole à donc Maria. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi, c'est moi. Je suis honorée bien sûr de vous avoir toutes les deux dans mon émission. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, Mariana Freitas. Oui, tout à fait. Pour être exact. Donc, est-ce qu'on peut te connaître? Qui es-tu? Oui, bon, c'est une question difficile. Je pense qu'on est toujours en construction. En quelques mots. Oui, moi je suis Mariana brésilienne Freitas. Et j'habite en France depuis 4 ans. Et récemment, j'ai lancé mon premier livre. Je suis une auteure, une écrivaine brésilienne. Et ces romans, c'est une histoire que ça passe en Chine. Parce que là, malgré que je suis brésilienne, en fait, je suis une citoyenne de le monde. J'habitais en Chine pendant 5 ans avant de m'installer à Lyon. Où ça exactement en Chine? À Shanghai. Shanghai? En fait, ouais, Shanghai, une super ville. En fait, la première année, j'habitais à Nanking, que c'est une ville qui c'est un peu plus petit pour les standards chinois. Oui. Et pour apprendre la langue chinoise. Et après, j'ai déménagé à Shanghai. Et là, j'habitais pendant 4 ans. Et c'était un énorme changement de vie pour moi. C'est un pays qui c'est vraiment très mystérieux, très fascinant. J'adore la culture orientale et tout ça, asiatique. Et du coup, après, quitter la Chine, j'avais l'idée d'écrire quelque chose que s'est passé là-bas. Et je suis journaliste de formation, donc j'aime bien l'écriture. Donc, c'était déjà les premiers pas. Bien sûr. Et oui, donc c'est ça, c'est mon bébé. Et tu as aussi un bébé, un vrai bébé. Oui, j'ai un vrai bébé. Un petit Gaël de 2 ans. Donc oui, si nous écoute, on lui fait de gros bisous. Oh, gros bisous Gaël, maman, je t'aime. Ti amo. Oui, et Gaël, il est né en France. Donc, j'ai un bébé chinois et un bébé franco-brésilien chez moi. C'est très bien. Donc, on aime bien ce genre de métissage. Donc, Mariana, est-ce que c'est une histoire vraie? En fait, c'est dans ce livre. Déjà, si on peut donner le nom du livre. Oui, le nom c'est Que Oriente Me Oriente. En portugais, c'est Que Oriente Me Oriente. Si on fait une traduction littérale au français, c'est quelque chose comme si l'Orient, dans le sens géographique, puisse m'orienter ou me guider dans la vie. Parce que l'histoire, en fait, c'est pas vrai, c'est un roman. Donc, tous les personnages sont fictifs. J'ai créé les personnages. Par contre, les histoires et je voulais vraiment montrer les regards étrangers sur la Chine. D'accord. Du coup, il y a quelques passages de les livres ce sont des choses, les facts vraiment que j'ai vus, c'était les témoins des choses que ça passe vraiment en Chine, dans la société chinoise. Mais une source d'inspiration pour toi. Oui, c'était une source d'inspiration. Vivre en Chine, ça s'est reflété aussi dans ce livre. Exactement. C'était une inspiration, une source d'inspiration, mais il n'y a pas de personnage réel dans les livres. C'était tout créé. Ouais. D'accord. Mais comment les personnes peuvent accéder à ton livre? Le livre, à ce moment, il était publié au Brésil. Et donc, c'est possible d'acheter. Traduit ou pas en français? Pas encore, mais il est en train d'être traduit en français. D'accord. J'ai une personne c'est franco-brésilienne qui a lu le livre, elle a bien aimé. D'accord. Donc, elle a déjà commencé à faire la traduction et je pense qu'on va avoir la version française jusqu'à la fin d'année ou le début d'année prochaine. Et là, après ça c'est le premier pas, mais après ça, il faut encore trouver un éditeur et tout ça, les gens qui sont intéressés pour l'histoire en France.
Mais pour ces moments-là, il est qu'au Brésil, parce qu'il est en portugais. En fait, il n'est pas qu'au Brésil, parce que j'ai plusieurs de personnes qui ont acheté dans les pays différents. Ouais. Donc, il est déjà en Espagne, il est déjà en France, il est au Portugal, il est en Chine, il est au Brésil, il a des gens qui ont lu aux États-Unis, au Canada. Donc, il est bien au monde, sauf qu'il est écrit en portugais. Donc, ce n'est pas tous les gens qui peuvent vraiment accéder. Pour l'instant. Mais c'est possible d'acheter chez l'Amazon, les sites d'Amazon. Le site d'Amazon au Brésil. Et sur le site d'Amazon Livres au Brésil. Et aussi dans les librairies au Brésil, les grandes librairies. Mais en France, on n'a pas encore. J'ai quelques livres avec moi, mais on n'a pas dans une librairie ou quelque chose comme ça, pas encore. On va attendre la version française. Super. Juste pour revenir par rapport au titre. Oui. L'orientation dont tu parles dans le titre. Oui. C'est une orientation philosophique, spirituelle, oui. géographique. Oui. Il y a un peu de tout. Oui. Juste nous préciser. En fait, c'est les deux. C'est l'essence géographique, parce que c'est l'Orient, géographiquement parlant, mais c'est aussi dans l'essence spirituelle et aussi dans l'essence philosophique, parce que les livres, en fait, le livre est aussi un peu un voyage à l'intérieur. La personnage principale, elle est une jeune fille, elle est née au Brésil, mais ses parents, ils sont asiatiques. Ils sont des immigrantes asiatiques au Brésil. Et le papa vient de la Chine et la maman vient du Tibet. Et du coup, il a beaucoup de la philosophie orientale, beaucoup de le bouddhisme tibétain dans les livres. Et le début du livre, il est très triste parce qu'elle perd les parents, ils sont morts. Et du coup, elle a une tristesse énorme. Elle est fille unique, comme plusieurs parts des Chinoises, parce que pendant très longtemps, dans la Chine, les gens, ils étaient obligés d'avoir qu'un enfant. Et du coup, elle avait personne dans sa vie. Donc, elle part du Brésil jusqu'à la Chine pour essayer de se guérir et de découvrir son histoire, sa propre histoire. Donc, c'est l'histoire de son père, l'histoire de sa mère. Et le livre, donc, il commence au Brésil, mais elle part en Chine et de Shanghai, elle prend un train jusqu'au Tibet. Donc, l'histoire, c'est vraiment une petite construction qu'elle fait avec des personnages qu'elle raconte sur les chemins dans les trains. C'est 2 jours de voyage, c'est un voyage magnifique, c'est dans la ferrovie plus haute de le monde. C'est à côté c'est vraiment de Mont Everest et tout ça, donc c'est vraiment très beau. Et du coup, c'est vraiment très philosophique aussi, parce qu'elle est dans un moment de sa vie très délicat, qu'elle veut se réinventer comme personne, qu'elle veut se guérir et tout ça. Et c'est ça. Donc, c'est un peu un hommage aussi aux rencontres, à rencontrer les gens différents. Mais c'est aussi une métaphore à la Chine moderne, que c'est un endroit qui a beaucoup de contrastes sociaux, qui a beaucoup de choses qui sont un peu difficiles à comprendre quand on n'est pas chinois. Donc, je voulais montrer les regards d'un étranger à la Chine aussi. Le régime communiste, il est dur à vivre. Le régime communiste, il a beaucoup de façons différentes ça peut être un peu bizarre pour nous qui comprennent pourquoi il existe, mais après, quand tu habites là-bas, tu comprends la logique de tous les systèmes, en fait. D'accord. Moi, je trouve que c'est dur, moi, personnellement, mais la population chinoise, elle a l'air d'être satisfaite avec la situation qu'ils sont à ces moments-là, la situation sociale. D'accord. Parce que pendant pas très longtemps, dans les années 50, 60, la Chine, elle était pauvre. Les gens avaient vraiment faim. Il y avait la révolution culturelle, qui c'était un truc énorme et monstrueux à la Chine. Beaucoup de gens étaient morts et tout ça. Et du coup, là, maintenant, ces gens, les jeunes Chinois, ils peuvent voyager, ils peuvent voir le monde, ils peuvent étudier et tout ça. Donc, oui, le régime communiste, il contrôle, je dis il contrôle parce que c'est ma façon de voir, c'est ma vision. Donc, je pense qu'ils ont vraiment une façon très forte de contrôler la population, mais la population, elle est énorme.
Mais les gens me paraissent être pas très dérangés pour ça, parce qu'il a les bénéfices aussi de ce système. Donc, c'est vraiment contradictoire. C'est pour ça aussi que je voulais montrer les façons différentes et montrer que c'est vraiment contradictoire la société chinoise. Bien sûr. C'est, ouais. Je te demanderai un peu plus tard de lire des extraits qui te semblent en fait les plus pertinents, les plus intéressants. Je vais donner la parole à Farhanack. Bonsoir Farhanack et bienvenue parmi nous à l'émission Aux couleurs de la poésie. Donc Farhanack, un beau projet à venir dans lequel je suis également impliquée. Je te laisse l'antenne, je te laisse la parole avec ça. Déjà, donc, ça sera juste pour planter un peu le décor, le contexte. Ça sera donc un joli spectacle de 1h, 1h15, culturel. Il y aura de la musique, il y aura de la poésie, il y aura de la mise en scène. Je tiens aussi à faire un petit coucou à Gaëlle Konaté qui va nous aider. Je te laisse donc nous décrire ce projet-là. En fait, c'est un projet culturel, on va dire ça, ou musical, parce que d'où vient le sujet de ce projet, ça relève du temps, parce que je pense qu'il y a 10 ans que je pense à ce sujet, à ce spectacle, parce que, en fait, en Iran, quand j'étais juriste, je travaillais beaucoup sur des enquêtes qui étaient concernant des femmes. Donc, des femmes qui étaient tuées, violentées, abusées, tout. Toutes les choses qui sont contre les femmes. On en parle beaucoup en ce moment, notamment de tout ce qui est les féminicides, les femmes qui sont tuées sous les coups de leurs conjoints. Malheureusement, ces violences contre les femmes qui existent et je pense qu'elles existeront malgré tout. Mais en fait, je dois dire que pour l'instant, notre projet s'intitule Maya. Maya, ça veut dire amour éternel. Maya. Oui. Maya. Oui. Mais pourquoi j'ai mis ce nom pour ce projet? Parce que je pense que, en fait, c'est un projet pour présenter les femmes, mais pas femmes en tant que le sexe. C'est la femme et l'amour, la femme qui est donateur, la femme qui donne l'attention, la femme qui donne des sentiments, la femme qui donne la vie. La femme qui donne la vie. C'est ça qui est important. En fait, c'est la femme mythique, c'est la femme entière, c'est être entière. D'après moi, je veux passer de ce sexe, de son existence. Je veux montrer vraiment ce que nous sommes. Sans regarder l'âge, sans regarder notre origine, notre nationalité, etc. C'est la raison pour laquelle ce projet, c'est un projet pour tout le monde. Donc, on n'a pas encore les dates exactes, donc ça sera en février. Oui, ça sera le mois février, mais on est encore... en pleine phase de projet de construction. Qu'est-ce qu'il y aura exactement dans le contenu de ce spectacle? Si tu peux nous en dire plus. Bien sûr. En fait, on aura l'alliance de tous les arts. Que ça sera vraiment ma passion parce que j'aime beaucoup de la musique, j'aime le théâtre, j'aime la poésie, j'aime les poèmes, tout ça. Donc, j'aime bien vraiment rassembler tout pour donner le maximum, pour donner ce qui se passe dans ma tête, dans ma philosophie aussi. En fait, mes douleurs que j'ai eues pour les femmes, que j'ai eues pour les femmes, que j'ai travaillé pour eux, il y a beaucoup de choses dedans. Mais j'aime bien montrer une femme actuelle, mais une femme qui est une vraie femme. Donc pour ça, on va commencer de 4 saisons de la vie. On commence de le printemps, qui est la naissance de cette femme imaginaire. On va continuer des enjeux, des sentiments, tout ça avec l'été. Puis les problèmes de la vie ou les désespoirs, les blessures, tout ça avec le temps. Et sa mort, ça sera avec l'hiver.
Donc, dans 4 saisons, on va voir la vie d'une femme, que ça peut être nous-mêmes aussi. Bien sûr. Et donc, Mariana, si tu veux aussi participer. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. On va aussi passer l'annonce. Si vous voulez aussi faire partie de ce projet, si vous faites de la musique, si vous jouez un instrument, si vous lisez de la poésie, si vous êtes, si vous faites du théâtre, par exemple, Farhana, tu fais de la percussion. Oui. Si vous faites du théâtre, si vous faites de la poésie, de la musique, prenez contact avec nous. Mais avec plaisir. Vous pouvez participer. Oui, donc là, actuellement, on est en train de construire. C'est pourquoi vraiment j'ai dit c'est un projet pour tout le monde. Même les gens qui ne connaissent pas la musique. Même les hommes, ils sont les bienvenus sur la scène. Bien sûr, qui parce comprennent qu'on n'est pas complet sans les hommes. Dans l'équipe, dans la mise en scène, donc il y aura aussi bien des femmes que des hommes. Et c'est vraiment, on raconte une histoire. Oui, c'est super beau les projets, hein. C'est super beau les concepts. Félicitations. Merci beaucoup, j'espère que ça marche. Donc aussi, je tiens à préciser que nous essayons de trouver une salle. Normalement, on devrait pouvoir avoir la salle, l'amphithéâtre culturel de l'Université Lyon 2 à Saint-Priest. Oui. On est en train de faire la démarche nécessaire pour avoir cette salle. Exactement. Et pour les répétitions, pareil, on essaie d'avoir une salle. Oui. Qui sera aussi à l'Université Lyon 2. Oui. Ce qui est bien, c'est que c'est bien desservi par le tram. Donc, c'est accessible pour tout le monde. Central, oui. Voilà. Oui, donc, ce n'est pas quelque chose qui est très loin. Donc, c'est accessible en tram aussi. Et dès qu'on aura les dates, eh bien, on vous la communiquera sans aucun problème. Soyez nombreux. Est-ce qu'on a déjà quelques noms qui vont participer donc, au spectacle? Oui, il y a des membres de Passeurs d'Europe aussi. Qui sont-ils, si on peut donner des noms? Bien sûr, avec plaisir. Mais j'aime bien parler pour l'instant de Helia Jahed. Oui. Helia Jahed est une chanteuse iranienne qui chante pas mal. Vraiment, elle a passion pour chanter. Elle a quand même une belle voix. Mais ce que j'aime chez cette femme, c'est qu'elle est vraiment une femme respectueuse. C'est pourquoi j'aime bien qu'on travaille ensemble. Elle était vraiment passionnée pour ce projet. On a parlé ensemble. On a précisé les détails, tout ça. Helia Jahed. Oui. D'accord. Oui. Donc, ça sera vraiment un plaisir pour moi. Mais à part de ça, il y aura Madame Fariba, que ça sera pour notre déclamation en persan. En fait, moi, j'insiste sur 2 langues. Persan pour l'instant, persan et français. Oui. Pour littérature française et littérature persan. Peut-être dans certains cas anglais, parce qu'il y a certains personnages dans littérature française qui m'attirent beaucoup, comme Phèdre. Ah oui. Que j'adore vraiment, c'était beau de Racine. chef-d'œuvre de oui, exactement. Phèdre de Racine. Comme certaines parties de l'œuvre de Molière aussi. Donc on va utiliser ça aussi dans notre spectacle. C'est pourquoi j'insiste sur cette belle langue. Donc, il y a beaucoup de personnes donc, qui semblent aimer justement c'est ce que je vois d'après les commentaires. Donc, ça sera au mois de février. Oui. Encore une fois, nous avons parlé de Helia Jahed. Je peux peut-être lancer une chanson qu'elle a chantée. Si tu veux bien faire l'annonce. En fait, malheureusement, j'ai oublié le titulaire de cette chanson, mais c'est une chanson à la fois traditionnelle et moderne. Donc, on va justement entendre sa belle voix pour donner un petit peu goût à notre projet. Eh bien, nous vous laissons avec Helia Jahed. همه شب
دلم غم تو را تا به کجا ببرم همه امید و آرزویم از دستم رفت چه کنم که فکر تو نمی رود از دل من همیشه همه نام و نشانم تمام آسمانم بیا که من بی تو گذشتم از دنیا دلتنگی هر شبم تنهای تو رویا همیشه به تو این صدای من بره از نفست هوای من چه کنم که بیایی فکری کن که بی تو گریزانم از همه جهان بی تو درگیر ماتمه چه کنم که بیایی همه نام و نشانم تمام آسمانم بیا که من بی تو گذشتم از دنیا دلتنگی هر شبم تنهای تو رویا همیشه De retour après cette petite page musicale, donc nous avons écouté bien entendu Elia Jared, n'est-ce pas Faranak? Donc et plus tard donc on écoutera bien sûr d'autres musiques que notre cher Faranak nous a préparées. Je vais laisser la parole à Mariana Freitas qui va nous lire un extrait de son livre. D'accord. Bon, je vais lire un extrait en portugais. J'ai choisi cet extrait-là parce que, comme j'ai dit avant, le livre est aussi très spirituel. Il parle beaucoup de le bouddhisme tibétain. Oui. Donc, il a des concepts qui sont très forts dans le bouddhisme tibétain, dans le livre. Et un de ces concepts, c'est le karma. Du coup, j'ai choisi un extrait qui explique un tout petit peu ce que c'est le karma dans le bouddhisme tibétain. Donc, c'est ça. L'antenne est à toi. D'accord. Dentro do budismo tibetano, esse conceito se estende para além de ações físicas, incluindo também os pensamentos. Ou seja, muito mais do que a ação física em si, o karma abrange as intenções e motivações que levam uma pessoa a agir de determinada forma. Por isso, para nós, é importante estar consciente dos próprios atos e desejos, porque em determinado momento de nossas existências prestaremos conta do que fazemos e desejamos. Nós acreditamos que qualquer bem ou mal praticados em vida serão compensados de alguma forma, em algum momento, seja em curto ou longo prazo. Se eu simplesmente te desejar algum mal ou fizer algo contra você e não for punido nessa vida, terei que pagar meu karma no meu próximo renascimento. Cada pessoa é responsável por criar o seu próprio karma, seja ele benigno ou maligno.
e os efeitos deles são inevitáveis e cumulativos. Ou seja, não importa quantas vezes se renasça, o karma sempre estará presente. Acreditamos que uma pessoa com um karma ruim tem uma grande chance de renascer como um animal ou como um espírito faminto, as duas piores formas para se renascer dentro da crença tibetana. O espírito faminto é sempre insaciável. Ele jamais encontra satisfação em vida, e por isso absorve toda a energia de quem o cerca. Por outro lado, quem pratica o bem pode ter o privilégio de se reunificar com os que amou em uma vida prévia. Basicamente, quer dizer que você vai receber o que oferece aos outros. Tudo que fizer ou desejar intencionalmente alguém vai retornar para você em alguma situação parecida ou igual. Pour résumer en français, Oui. Qu'est-ce qu'on raconte? Là, on parlait du karma, que c'est un concept très utilisé dans la philosophie tibétaine du bouddhisme. Et c'est un concept qui dit que tout ce qu'on fait dans cette vie, il a des conséquences spirituelles. Donc, on va voir tout ce qu'on donne, on recevra. Et si ce n'est pas dans cette vie-là, c'est dans la prochaine vie. Donc, dans le bouddhisme tibétain, ils croient vraiment dans la réincarnation. Exactement. Donc, ça fait partie de la foi tibétaine. Et ils pensent si vous n'êtes pas une bonne personne dans cette vie-là, vous pouvez venir dans la prochaine vie comme un animal, ou sinon comme une personne, un esprit qui a de la faim tout le temps, qui a faim. Donc c'est un Quelque part, la mort, elle n'existe pas. Puisque la réincarnation, on meurt, on renaît sur... d'après cette philosophie, hein, oui, exactement. C'est tout à fait ça. En fait, on se transforme. On se transforme. Donc, on est là... Oui, exactement. On se transforme. Et chaque personne, elle est responsable pour son karma et elle est responsable pour ce qu'elle fait. Ça, c'est dans la foi tibétaine. Il y a de philosophies différentes qui pensent différentes de ça. Et j'ai lu ça parce que ça, c'est vraiment dans les livres, dans la foi de la personnage. En fait, de la mère de la personnage qui était morte. Donc, la personnage, elle ne croit pas trop à ça. Donc, elle est dans le Tibet pour essayer de comprendre pourquoi elle a perdu sa maman, qu'est-ce qu'elle peut faire après ça et comment elle peut se guérir de cette tristesse qu'elle sent, de cette vie que c'est un peu vide maintenant, elle n'a pas de raison. Et du coup, elle commence à chercher des réponses différentes, oui. Est-ce qu'elle en trouve des réponses? Elle trouve des questions, plus que des réponses. Elle trouve plus questions que réponses. Oui, elle passe pour beaucoup de surprises différentes dans les livres. Elle raconte des gens que certainement vont les faire penser différentes de ce qu'elle pensait. Et à la fin de les livres, elle n'est plus la même personne que le début. On peut voir l'évolution de la personnage. Mais est-ce qu'elle mûrit dans ses idées? Est-ce qu'elle grandit dans son âme? Elle grandit dans son âme, je trouve. À la fin, elle est elle accepte beaucoup plus la perte. Parce que ça aussi, c'est dans la philosophie tibétaine de attachment, d'être déattaché de les choses, parce que tout c'est passager. Et du coup, même les trains, il est passager, et les gens qu'elle raconte sont passagers. Donc, tous les livres, ils montrent un petit peu les conseils différents de la foi de sa maman. Parce qu'elle était, les débuts, elle est vraiment très triste parce que sa maman, elle est morte d'un cancer. Elle ne comprend pas du tout pourquoi elle était morte, parce que la fille, la personnage, elle s'appelle Jade. Donc, Jade, la jeune fille, elle travaille avec la médecine tibétaine, qui est connue comme la médecine de guérison. Et elle n'était pas capable de faire la guérison de sa maman, donc elle se sent coupable et tout ça. Donc, elle pense que c'est le karma. Et c'est pour ça que j'ai lu un petit peu un extrait qui parle un peu du karma. Très bien. Merci en tout cas, Mariana Freitas, pour ce joli passage. Je vais simplement vous faire écouter, je m'appelle Humain. Un petit mot par rapport à cet enregistrement, Faranak? En fait, je l'ai fait avec beaucoup de sentiments parce que c'est un poème qui a touché énormément mon cœur. Surtout le moment qu'il parle des femmes aussi. Donc, si tu es d'accord, je fais d'abord le passé et après, donc, on en rediscutera. Donc, je m'appelle Humain, en direct de la radio Made in Turkey, donc l'émission aux couleurs de la poésie.
هستیم در پوست تمام رنگ‌های بشریت پیچیده شده است. رنج زخمیان را احساس می‌کنم. کلماتم گویای تشویش تمام زبان‌های دنیاست. وقتی که فریاد روح بشر را میشنوم. هستیم در پوست تمام رنگ‌های بشریت پیچیده شده است. رنج زخمیان را احساس می کنم. اشک‌های هر کودک جاری است از چشمان من و در مقابل رنج زنان خود را برادرشان احساس می کنم. هستیم در پوست تمام رنگ‌های بشریت پیچیده شده است. گرسنگی همه مرا ضعیف می کند و مرگ هر انسانی از نفس کشیدنم می کاهد. Alors, rebonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant sur les ondes de la radio Made in Turkey. Vous êtes à l'émission Aux couleurs de la poésie. Nous venons d'écouter Je m'appelle Huma, donc interprété par la jolie voix de Faranak. En tout cas, donc Farah Marzi qui nous a lu ce joli poème. Faranak, est-ce qu'on peut l'entendre en version française? Oui, j'essaye. Allons-y. Mon être enrôlé avec la peau de toutes les couleurs humaines. Je ressens la douleur des blessés. Mes paroles expriment l'anxiété dans toutes les langues du monde quand j'entends la calmeur de l'esprit humain. Les larmes de chaque enfant coulent de mes yeux. Et face à la souffrance des femmes, je me sens leur frère. La femme de toutes m'affaiblit et la mort de chacun réduire ma respiration. Je m'appelle Huma. Donc, très joli poème de Ramadan Dan Bozlani. Oui. Donc, merci en tout cas à Ramadan Dan Bozlani. Je propose qu'on l'écoute en version anglaise. Donc, Mariana, à toi. D'accord. My name is human, my coiled being with the skin of all human colors. I feel the pain of the heart. My words express anxiety in all the languages of the world. When I hear the clamor of the human mind, the tears of every child run from my eyes. And when confronted to the pain of women, I feel like their brother. The hunger of all of them weakens me, and the death of each man reduces my breath. Et on va l'entendre donc en version turque que je vais interpréter maintenant. Benim adım insan. Benliğime sarılmış, hepsinin renkleri. İnsan derisiyle yaralı olanların acısını hissediyorum. Sözlerim ifade ediyor tüm korkularımı. Dünyanın tüm dillerinde duyduğum vakit insan ruhunun yaygarasını. Her çocuğun gözyaşları gözlerimden akıyor ve kadınların acılarıyla yüzleştiğimde kendimi kardeşleri gibi hissediyorum. Hepsinin açlığı beni zayıflatıyor ve her insanın ölümü nefesimi daha da azaltıyor. Eser Ramadan Dan Bozlani.
Donc on vient de l'entendre dans 3-4 langues différentes. Oui, En tout cas, merci oui. pour ces belles interprétations. C'est beau. Faranak, quelques mots par rapport à cet événement à venir. Oui, en fait, je m'appelle Ouman. C'est une exposition illustrée avec Dan Bozlani et Malvina Barra. Mhm. Accompagnement de Malvina Barra, que vraiment moi aussi j'avais l'honneur 2 fois lire ce beau poème avec Dan Bozlani et les autres amis. Je ne sais pas dans quel état il a écrit ce beau poème, mais je pense qu'il a mis lui-même dedans Oui. et sa vie dedans. C'est ce qu'on peut vraiment sentir, ce qu'on peut voir même à travers les mots. Mhm. Donc, je pense que le 14 novembre, ça sera une autre belle exposition accompagnement les membres de Passeurs d'Europe aussi. Donc moi j'y serai personnellement. Oui, moi aussi, avec plaisir. Donc on y sera. N'oubliez pas, donc le 14 novembre à 19h. Oui, Ça se passe où exactement? Ça se passe dans la maison pour tout. Dans la Je pense à oui. côté de Saxe-Gambetta, Tout du à métro fait. de Saxe-Gambetta. Donc l'événement il sera partagé également dans Facebook. Oui. C'est ouvert à tous en fonction de la disponibilité des Exactement. places. Donc si Mariana, Oui. toi aussi tu Oui. veux venir, Avec plaisir Ou aussi. même ouais. lire, J'adore les événements lire ce culturels poème. comme ça. C'est... parce qu'en version portugaise, il me semble Non, qu'on on n'a pas. n'en a pas. On n'a Hein. pas. Pourquoi pas traduire Oui, la version pourquoi pas. en version portugaise et pourquoi Oui. ne pas le lire Oui, Ça sera, je pense, une très belle mélodie. Hein. bien Très sûr. bien. Donc, si tu es disponible le 14 novembre D'accord. à 19h. Oui, à 19. Donc, en fait, par contre, si on peut juste préciser, donc Ramadan, lui, il écrit. Oui. Et avec sa collègue, donc Oui, Malvina. Malvina, En fait, elle illustre. Oui, elle illustre les poèmes de manière extraordinaire. donc Je peux en le fait, dire, oui. Ramadan, il ramène donc ses paroles, ses Oui. vers. Et avec C'est Malvina qui Malvina, donne, elle va donner de l'âme, elle va illustrer. Voilà. Ah, c'est Oui. beau ça. hein. Oui. C'est de la Très poésie beau, illustrée Beaux que on- tableaux qui sont. c'est des tableaux avec des fonds, trop c'est beau. génial. Et ces tableaux sont mis en vente aussi, hein, donc Exactement. on tient à préciser. Donc voilà. On va faire une petite page musicale avec Chareban. Est-ce que tu veux bien annoncer, s'il te plaît, Faranak? Oui, c'est en fait Chareban ou Soreban en persan. C'est exactement ce qu'on va faire, ce genre de musique qu'on va faire dans notre beau spectacle aussi, j'espère. Donc, j'aimerais bien donner un petit avant-goût pour nos auditeurs et auditrices. Oui. Peut-être ça donne envie d'y participer aussi. Donc c'est Chareban, Shams Ensemble et Oui, en fait, je pense que c'est le 524e poème de Maulana. D'accord, très bien. Oui. Eh bien, on va vous laisser ensemble avec cette belle œuvre.
اون سر ببین آسمان چند گردی گردش اون سر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و Şiirlerinizi Nermin Hanım'la paylaşabilirsiniz. Nermin Hanım seslendirsin. Nermin Hanım seslendirsin. Hafta içi istek şiirlerinizi Şiir Rengi'nde Facebook grup sayfamızda bizlere ulaştırabilirsiniz. Şiirlerinizi Nermin Hanım'la paylaşabilirsiniz. Nermin Hanım seslendirsin. Nermin Hanım seslendirsin. Yaşamak bazen bir şiir misalidir. Sanata ve şiire dair tüm etkinlikler, yeni çıkan kitaplar, edebiyat dünyasındaki son haberler Şiir Rengi'nde programında sizlerle. Anlamlı sözler, düşler ve hayaller. Aşk, coşku, üzüntü. Bunların hepsi şiirlerde saklıdır. Nermin Hanım'la Şiir Rengi'nde de kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiir dinle. Nermin Hanım'ın yorumlarıyla Şiir Rengi'nde her cuma akşamı saat 19-21 arası Radyo MİT'te. En direct de l'émission culturelle aux couleurs de la poésie, après cette page donc musicale où nous avons écouté donc Shahreban, donc que notre jolie Ferhanak nous a fait l'annonce. Nous continuons, donc on va te laisser la parole, Mariana, donc pour une nouvelle lecture de l'extrait de ton livre. Et si juste derrière, tu peux nous dire un petit peu l'interprétation des sentiments, de ce qui est donné comme message dans l'extrait que tu vas nous lire. L'antenne est à toi. Ok. Minhas referências sempre foram diferentes da maioria das pessoas que eu conheço. Talvez pelo fato de que eu nunca tenha realmente experimentado a sensação de pertencer a lugar algum. Meu pai era chinês, da maior metrópole da China continental, Xangai.
Ele falava que, no fundo, tinha buscado a cidade dele na cidade que mais tarde escolheria para morar. Afinal, ele viu uma certa semelhança entre Xangai e São Paulo. Misturadas, cinzas, densas, cidades glamourosas e decadentes. Minha mãe, por outro lado, como uma típica tibetana de Lhasa, cresceu em um ambiente completamente oposto a esse. Ao invés de reclamar do caos da sua nova morada, ela desenvolveu a habilidade de encontrar silêncio em meio às agitadas ruas de São Paulo, apenas fechando os olhos e recitando seus mantras. Aliás, ela nunca reclamava. O silêncio e a fé eram seus refúgios. Foi ensinada desde criança a não contestar e a se resignar diante dos conflitos que ameaçavam a identidade de seu povo. Ela aceitava e se calava diante de tudo que o destino lhe impunha. Papai era atitude, mamãe resiliência. Só a distância entre os dois mundos dos meus pais já seria o suficiente para que eu me sentisse um pouco diferente. Mas como se isso não bastasse, eu nasci no Brasil. Bon, alors, oui, alors. Qu'as-tu voulu raconter dans ce joli extrait? Bon, cet extrait-là, c'est le début du livre. Oui. Il nous présente la personnage principale, Jade, et son conflit. Elle raconte un petit peu l'histoire de son papa et de sa maman, d'où ils viennent et tout ça. Et elle commence à dire son conflit interne de savoir pas où elle appartient, d'où elle appartient. Parce qu'en fait, elle est née au Brésil, elle n'a jamais quitté le pays. Sauf que dans sa maison, elle est complètement chinoise. Elle parle en chinois avec ses parents. D'accord. Il mange la nourriture chinoise. Il a les foi tibétaines et tout ça. Donc, c'est beaucoup de contrastes dans une personnalité pour une jeune fille. Et en fait, quand j'ai créé ce personnage-là, c'était inspiré par une copine que je racontais en Chine, qui c'était un peu pareil, la même situation. Elle est née au Brésil, mais elle est trop petite à la Chine. Et elle avait des références brésiliennes très fortes chez elle, dans sa personnalité. D'accord. Mais elle ne se voit pas comme brésilienne, elle ne se voit pas comme chinoise. Donc, elle avait un conflit psychologique très fort. Et là, j'imaginais quand j'ai construit le personnage que ça, c'est très riche pour construire un personnage. Ce conflit d'être immigrant, de savoir pas à quel pays vous appartient. C'est vraiment un truc que les gens ne se rendent pas compte parce qu'on n'a pas cette réalité dans nous. Mon fils, il va voir ça parce qu'il est franco-brésilien, donc... Mais la fille, elle est jeune, elle se sent pas très dans les groupes, elle se sent un peu toute seule parce qu'à l'école, elle est la différente. Les gens les montent, les gens les donnent les petits mots, les noms qui sont pas forcément gentils. Et du coup, la personnage, elle est pas très... Elle est insécure, je sais pas si on peut dire ça, excusez mon français. Mais elle n'est pas très confidente d'elle-même. Elle n'a pas confiance en elle-même. Elle n'a pas confiance en elle-même, exactement. Mais cette confiance est là ou pas à la fin du livre? À la fin du livre, elle commence à voir, parce que, bon, je vais faire un petit spoiler là, mais elle tombe amoureuse dans cette histoire aussi, et je pense que l'amour, il aide toujours à donner confiance à nous-mêmes. L'amour et l'autostime et les trucs comme ça, elle est très important pour avoir de confiance. Donc, pendant le livre, elle tombe amoureuse et là, je pense que ça commence à changer un petit peu son attitude sur elle-même, sa vision, sa image sur elle-même. Parce qu'elle n'était pas vraiment elle était un peu triste, elle était super timide, elle se sentait bullied dans l'école et tout ça, donc et là, elle commence à supérer tout ça pendant sa journée, pendant sa voyage, en fait, que c'est un voyage physique, mais c'est aussi un voyage interne, c'est aussi un voyage dans elle-même, qu'elle commence à découvrir les choses qu'elle n'était pas bien depuis qu'elle était petite, et pendant l'adolescence et tout ça, et après que ses parents sont morts. Et donc, elle est très complexe, le personnage. Et elle commence à changer pendant les livres. On voit ça. Mais c'est avec les rencontres qu'elle fait avec des gens différents. Mariana, une question. Est-ce que par moment, dans la narration, tu t'identifies à cette fille? Est-ce que par moment, tu te dis,
c'est moi. Est-ce qu'il y a cette distanciation, immersion, distanciation? Par moment, est-ce que tu t'identifies, tu te dis, je suis ce personnage? Oui, en fait, c'est très intéressant cette question. Beaucoup de gens qui ont lu les livres m'ont demandé si les choses qu'ils ont lues sont vraies, si ça arrive vraiment, si j'ai vu ça, si je vis ça et tout ça. Et en fait, pendant la création, ça c'est mon premier roman. C'est la première fois que j'ai osé d'écrire une histoire qui c'est pas factuelle. Parce que je suis journaliste, donc j'avais l'habitude d'écrire les choses qu'on voit tous les jours de le quotidien, les facts. Et ça, c'est pas du tout ça. Mais bien sûr qu'il y a une partie de moi qui est là. Les regards d'étrangers que la fille est là sur la Chine, c'est mon regard d'étranger. C'est moi je suis allée dans un marché. Tu vois à travers les yeux de ton personnage. Oui, on peut dire ça. La personnage, elle est très différente de moi. Déjà, elle a 23 ans. Elle commence à explorer sa vie. Elle commence à explorer tous les parts noires de sa vie et aussi sa sexualité et tout ça. Donc, elle est une jeune fille qui part à un endroit complètement inconnu, complètement différente pour elle. Moi, quand je suis allée à la Chine, j'avais 27 ans et c'était complètement inconnu aussi. On avait bien sûr que les raisons étaient complètement différentes, mais quand j'arrivais là-bas, j'avais la même innocence qu'elle, les mêmes regards, la même curiosité, que c'était presque d'un enfant qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas. Donc, j'avais ça. Donc, je me vois dans la personnage quand elle arrive, par exemple, elle a une extrait qu'elle arrive dans un marché de mariage. Et ça existe vraiment en la Chine. Les parents, ils vont dans une grande square et ils mettent les annonces pour marier ses fils et sa fille et tout ça. Ça, c'est une réalité sociale en Chine. Parce que j'avais vu justement sur Arte un reportage, c'est que déjà, comme il y a la politique de l'enfant unique, il y a beaucoup moins de femmes, je crois. Encore une fois, c'est malheureux à dire à Farhana qu'on retombe encore sur... il y a des femmes en Chine, malheureusement, quand on leur annonce pendant leur grossesse qu'elles vont avoir une fille, à 4 mois, 5 mois de grossesse, elles vont avorter. Oui, tout à fait. Parce que comme elles ont droit à un enfant, sauf quelques campagnes, vraiment, on peut avoir un deuxième. C'est je tout à crois fait qu'ils ont des amendes après. Et dès qu'ils entendent qu'ils vont avoir une fille, elles vont avorter, c'est malheureux. Franchement, c'est très malheureux. Et même le corps des enfants, c'est fait de manière illicite, illégale, parce que aujourd'hui, l'avortement est interdit au 4e mois. C'est, je crois, 8 semaines. Mais en fait, à la Chine, la logique, elle est tellement... C'est hyper intéressant ça que vous me dites, parce que la Chine, la logique, elle est tellement différente de nous mais c'est pas forcément l'avortement que c'est interdit, c'est même l'ultrason pour voir le sexe du bébé. Donc, la femme, elle est interdite de savoir le sexe du bébé parce que si elle découvre que c'est une fille, elle va faire un abort. Donc, je ne sais pas si ça marche comme ça aujourd'hui, parce que j'ai écrit ça, j'habitais là-bas jusqu'en 2000. Mais c'est culturel et c'est très fort dans la société chinoise, ça. Donc, moi, quand j'arrivais dans un marché de mariage, que j'ai vu ça pour la première fois, les filles de 25 ans qui sont considérées déjà très vieux, elles sont obligées de se marier, elles sont obligées d'aller habiter avec les parents de les maris. Encore 25 ans, tu es gentille, parce que dans le reportage que j'ai vu, j'ai même vu des femmes plus de 30 ans. Et donc, en fait, c'est des tables où elles rencontrent un par un. Donc, à la chaîne, les hommes, elles se présentent et dès qu'elles voient que l'homme ne correspond finalement pas à son profil, parce qu'en fait, c'est une femme, par exemple, en question, elle était ingénieure, donc elle gagnait très bien sa vie et elle était avec un homme qui gagnait beaucoup moins qu'elle. Et en fait, en 2 minutes, quand elle a su ça, elle a dit c'est bon, on arrête la discussion. Elle est passée sur un autre candidat déjà. Et c'est une catastrophe. Et en fait, il y en a même tellement qu'elles trouvent personne. Elles vont même s'acheter une robe de mariée et faire un petit mariage toute seule. Oui, ça, juste des photos, En fait, il n'y a pas de mari, mais elles s'organisent en fait un auto-mariage. Parce que déjà, en Chine, plus de 2 milliards, on arrive maintenant à 2 milliards de personnes.
Et la mixité est très mal vue aussi, Oui, j'ai l'impression. oui, en Chine, oui, hein. oui, Oui, ils sont mélangent très- pas, Pas ils- vraiment comme... Non, ils ils veulent n'aiment pas se de mélanger, c'est avec vrai. d'autres nations, d'autres nationalités, et c'est très très difficile. Et quand on trouve les couples qui sont mélangés, normalement, c'est une fille chinoise avec un homme étranger. Donc, du coup, il a déjà peu de femmes, il n'a pas beaucoup de femmes. Et les femmes qui ont les étrangers, parfois, qui sont en la Chine, il s'est marié avec les femmes. Donc, il a vraiment une désordre social. C'est Bien pas sûr. balancé du tout. Non, Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment étonnée, choquée. Et je montre cette choc aussi à la personnage. Quand elle est tombée sur ces marchés-là, elle a dit, ah oui, là, je rends compte que je suis brésilienne, en fait. Je rends compte de la chance que j'ai là de pouvoir choisir si je veux me marier. C'est pas choisir mon mari comme ça, ou mes parents choisissent mes maris. Moi, je peux dire à moi-même, si je veux pas marier, je veux pas marier. Mais c'est tout. Je suis libre pour ça. Et là, elle s'est rendue compte. Donc, tous les conflits qu'elle avait pendant toute sa vie, quand elle est à la Chine, elle commence à comprendre que non, en fait, oui, elle parle chinois, elle mange la nourriture chinoise, elle a grandi avec la foi tibétaine et tout ça. Par contre, elle est brésilienne. Elle a encore la liberté de choisir qu'est-ce qu'elle veut faire. Et quand elle est à la Chine, elle voit les gens de la même âge qu'elle qui n'ont pas du tout ce choix. Elle commence à se rendre compte. C'est pour ça qu'elle commence à changer aussi, la personnage. Elle commence à voir que c'est pas du tout négatif, sa vie, en fait. On voit un portrait social à travers ton personnage. Ouais. C'est vrai, on voit ça. En fait, il y a beaucoup de la société chinoise dans les livres. Parce que moi, j'étais passionnée pour ça. Je suis allée là-bas pour faire mes études de doctorat en communication interculturelle, justement pour étudier la société chinoise. Et donc, il y a beaucoup de la société là. Et je voulais, ma recherche de la fin de doctorat, c'était sur l'image de la Chine au Brésil. Je voulais savoir qu'est-ce que les gens au Brésil et la média au Brésil parlaient de la Chine. Et du coup, je trouvais que les gens ne connaissaient pas du tout la Chine parce que la média ne passait pas beaucoup de choses. Et là, je voulais écrire quelque chose qui montrait un tout petit peu de la Chine, mais que ce n'était pas que dans l'univers académique, que ce n'était pas que dans l'université. C'est pour ça que j'ai écrit un roman. C'est plus populaire, les gens ils peuvent entrer dans l'histoire et apprendre un petit peu du pays. Sauf que dans une histoire qui montre d'autres choses aussi, il montre du roman, il montre de l'amour, de la mort, de la naissance, et tout ça, de la foi. C'est tout ça, les livres, c'est tout ça. C'est un peu un hommage aux rencontres, mais aussi dans la société chinoise, sur la société chinoise. Très bien. Je vais donner la parole à Faranak. Donc Faranak, je reviens vers toi par rapport à un autre événement culturel qui aura lieu. Donc si tu veux bien nous faire l'annonce. Bien sûr, mais j'aime bien d'abord lire quelque chose concernant cet événement. Si Istanbul a passionné de nombreux écrivains européens au siècle dernier, la littérature turque contemporaine nous plonge de plein fouet et sans concession dans l'univers de la ville aux 7 collines, bien loin de l'orientalisme du XIXe siècle. C'est un panorama saisissant de cette ville-monde illuminée par les deux rives du Bosphore, je pense, que nous convient cette lecture 3 femmes, Pinar Selek, Elif Shafak, Asli Erdogan, 3 hommes, Saïd Faik, Orhan Pamuk, Nazim Hikmet, si je prononce bien. Nous entraînent dans un voyage singulier au cœur de cette ville mythique, traversée depuis toujours par des événements historiques qui interrogent le monde. En fait, c'est l'événement au cœur d'Istanbul qui se déroule samedi 19 octobre 2019 à 15h dans Maison de livres de l'image et du son, qui se trouve 247 cours Émile Zola, Villeurbanne. Donc l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Donc on répète, samedi 19 octobre à 15h à la Maison du livre de l'image et du son.
donc qui se trouve à Cour-et-Misola à Villeurbanne. Vous aurez la possibilité de découvrir le cœur d'Istanbul. Donc c'est un événement culturel consacré à la lecture de poésie, de textes, etc. Faranak, peut-être un poème? Si tu veux nous lire un poème. Ça peut. On te laisse l'antenne. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Quel poème parce que j'ai pas préparé quelque chose, donc je dois tout choisir tout de suite quelque chose. Bien sûr. Mais en fait, peut-être quelque chose de... j'aime bien lire quelque chose de Attar Neyshaburi. Oui, très bien. بی زبان کردند از آن حضرت سؤال کشف این سر قوی درخواستند حل مایی و تویی درخواستند بی زبان آمد از آن حضرت خطاب کاینه است این حضرتی چون آفتاب هر که آید خویشتن بیند درو تن و جان هم جان و تن بیند درو چون شما 30 مرغ اینجا آمدید 30 در این آیینه پیدا آمدید گر 40 و 50 مرغ آیند باز پرده ای از خویش بگشایند باز گرچه بسیار به سر گردیده اید خویش می بینید و خود را دیده اید. Alors, de quoi nous parle ce joli poème Faranak? En fait, c'est ce que j'aime bien dans notre projet, vraiment. Maya. On arrive à le faire. En fait, c'est d'être unis. On est de sexes différents, on est d'origines différentes, tout ça, mais je veux que nous tous soyons une personne. Et ce poème vraiment parle de ça, d'être unis, parce que quand on soit ensemble, on est fort, on peut faire tout. Bien sûr. Faranak, peut-être annoncer la musique suivante, Nivemang. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette chanson? Bien sûr. C'est une belle chanson de Parvine Namazi, qui est une chanteuse kurde. Mais je pense que musicien de cette chanson, ça sera Monsieur Alizadeh, Hossein Alizadeh, oui. En fait, en rapport de notre projet, je dois dire que pour la première fois, quand j'ai entendu cette chanson, qui est pour le film de Nivemang, ça veut dire la moitié de la lune, j'ai décidé de lancer ce projet. Très bien. Et on va essayer d'en passer 2 à la suite. Donc, Nivemang. L'autre que tu souhaites que je passe, j'ai Homayoun. Oui, Homayoun Shajarian. D'accord. Oui. C'est une petite présentation de cette chanson. Oui, c'est un rapport des femmes aussi. Une femme qui est amoureuse. Mais quand même, on parle des sentiments de rejet, de blessures, tout ça. Oui. Oui. C'est en fait, toutes les musiques que j'ai choisies pour ce soir, c'est en rapport des femmes, des sentiments, de tout ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau, Ouais. n'est-ce pas? On va faire une petite pause musicale avec ces jolies chansons que Faranak nous a ramenées, Mariana. Donc, et on se retrouve dans 8 minutes, exactement. Ça sera aussi pour nous l'occasion de faire une petite pause, de prendre un petit café, etc. Donc, restez bien à l'antenne, aux couleurs de la poésie. Nous vous laissons en tête-à-tête avec ces belles chansons.
آهای خبردار مستی آشیار خوابی یا بیدار خوابی یا بیدار تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار کوچه های شهر پره بگرده دل پره درد شب پره مرد و پره نامرده آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا باغ یکی غرق گل یکی پره خار مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر دار توی کوچه های نسیم رفته پی ولگردی توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی توی آسمون ماه دق میده ماه دق میده درد بی دردی پاییز اومده پی نامردی یه نسیم رفته پی ولگردی تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از gölü yemen. Anlamlı sözler, düşler ve hayaller. Aşk, coşku, üzüntü. Bunların hepsi şiirlerde saklıdır. Nermin Hanım'la şiir renginde de kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiir dinle. Nermin Hanım'ın yorumlarıyla şiir renginde bu akşam saat 19-21 arası Radyo MİT'te. En güzel şiirler Nermin Hanım'ın sesiyle canlanıyor. Nermin Hanım'la Şiir Renginde programını dinliyorsunuz.
En direct de l'émission aux couleurs de la poésie, donc sur les ondes de la radio Made in Turkey, nous continuons donc notre discussion avec Mariana Freitas et Farhana qui est avec nous. Donc Mariana. Oui. Alors, revenons donc à ton livre, donc, avec plein de philosophie, plein de, je dirais, d'enthousiasme, ce personnage qui évolue dans son environnement, intérieurement mais aussi extérieurement, qui grandit, qui mûrit. Si tu veux bien nous lire un autre passage et nous le commenter. D'accord, ok, avec plaisir. Bom, se quiserem se dar bem no futuro, vão para a China. Lá é a bola da vez da economia mundial. Durante muitos anos, essa frase que escutei da boca do meu professor de história martelou minha cabeça. E mesmo com todas as oscilações que a China sofreu nesses quase 2 séculos após a abertura dos portos, Xangai se manteve forte e, por isso, também sempre atraiu investimento e disputa internacional. E agora eu estou aqui, frente a frente com o rio Huangpu. É como estar dentro de um livro de história, dentro do livro da minha história. Meus interesses nas aulas sobre a China era muito maior do que o dos outros alunos. Era como se a cada descoberta eu também estivesse estudando um pouco sobre meu pai e sobre mim. Aqui no Bund, a aura cosmopolita de Xangai é explícita. Chineses se misturam a uma quantidade grande de estrangeiros em frente às águas que dividem o lado moderno do lado antigo da cidade, que, em minha opinião, é ainda mais bonito. Enquanto Pudong exibe ousadias arquitetônicas de até 600 metros de altura, os prédios do Puxi são clássicos. O da Alfândega, por exemplo, é quase uma réplica do famoso Big Ben de Londres. Nunca estive na Europa, mas consigo ver explicitamente sua influência na arquitetura de Puxi, com prédios antigos que me transportam no tempo para uma Xangai dos anos 30, famosa pelo glamour e por seus clubes de jazz. Agora consigo entender por que Xangai é conhecida como a Paris do Oriente. Muito embora as bandeiras da China penduradas em frente às fachadas do prédio me relembrem de onde estou. Imagino quantos enredos incríveis devem ter se desenrolado nesse cenário de contrastes. Quantos romances nasceram embaixo dos tetos desses hotéis, restaurantes, bares e clubes de jazz. Quantas histórias meu pai deve ter protagonizado nas ruas de Xangai. Bon, alors, là de ton livre, oui. Déjà, si on pouvait résumer de quoi on parle. Oui, je parlais maintenant de cet extrait, c'est quand elle arrive à Shanghai. Oui. Que, en fait, Shanghai, c'est la ville de son papa, d'où il est né. Et elle vient de São Paulo. Et elle imaginait que c'était un peu pareil, mais elle arrive à Shanghai et c'est cette ville monstrueuse. Shanghai, c'est vraiment énorme, c'est 20 millions de personnes. Et donc, elle est devant la rivière, que c'est la principale de la ville. Et là, elle voit tous les centres commerciaux et tous les bâtiments de 600 mètres et tout ça. Et elle est impressionnée avec la monstruosité de la ville et l'énergie de la ville. Et elle commence à réfléchir sur comme c'était la vie de son papa quand il habitait là-bas. Comme c'était Shanghai des années 30, 1950, 1960, et elle commence à parler des clubs de jazz et pourquoi Shanghai était connu comme les Paris du Orient et tout ça. Donc, c'est vraiment une ville très cosmopolite, très internationale. Elle était étonnée de voir la quantité d'étrangers à la rue et tout ça. Donc, c'est les regards curieux, encore les regards étrangers sur la Chine et sur les différences, sauf qu'elle rappelle de son papa tout le temps. Donc, c'est un regard différent, mais en même temps, c'est familier parce que son papa, il habitait là-bas toute sa vie, il parlait de cette ville. Il adorait cette ville. Son papa, dans les livres, c'est qu'elle raconte du papa. Il était très, très attitude, une personne avec beaucoup d'attitude, beaucoup de... une preuve de ça, c'est qu'il est allé au Tibet, il a raconté sa maman, il a immigré au Brésil. Donc, il était courageux, il avait de courage, il avait de... Et la maman, elle était l'opposite de ça. La maman, elle était tibétaine, elle était très résiliente, elle était très... dans sa foi, elle était d'accord avec tout ce qui arrive à elle, c'était le destin ou le karma, tout ça, et le papa, non, il était l'homme d'attitude, l'homme de la maison, vraiment. Donc, elle a une relation très,
c'était d'admiration pour son papa qui était mort quand elle était juste une petite fille de 6 ans. Donc, elle n'a pas eu cette figure paternelle. C'est un autre élément qui donne un peu plus de complexité à ce personnage-là, parce qu'elle a une carence émotive très forte à cause de ça. Elle était presque toute sa vie, elle et sa maman, toute seule. Et donc, elle se voit toute seule dans cette ville énorme, monstrueuse, sans ses parents. Est-ce qu'elle aime finalement la Chine, le pays, l'environnement? Oui, et finalement, elle aime bien. Même si en fait elle le décrit de manière monstrueuse, complexe, avec beaucoup de particularités. Oui, en fait elle trouve très particulier. Elle est très, tous les débuts, elle est très, comment on peut dire, elle juge beaucoup les gens, les Chinois. Elle trouve pas pourquoi elles sont obligées de se marier ou pourquoi elles sont, tu sais, elle comprend pas pourquoi les étudiants. Il y a un autre extrait qu'elle raconte les étudiants du lycée qui étudient toute la journée, du matin jusqu'au soir et les week-ends et tout ça pour passer à Gaokao, que c'est un examen qui lui permet d'entrer dans l'université. Et la compétitivité, elle est folle à la Chine parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, les étudiants, ils n'ont pas de vie sociale du tout. Elle raconte cette couple ils sont en train d'étudier chez le McDonald's. Donc, elle était très étonnée pourquoi les étudiants font ça. Et ça arrive vraiment à la Chine. Si tu vas chez McDonald's au dimanche, tu peux voir beaucoup d'adolescents qui sont là en train d'étudier. Et il choisit le McDonald's parce qu'elle est ouvert 24 heures, donc il peut rester même la nuit. Là-bas, il a des Wi-Fi. C'est un environnement sécure. C'est le fast-food. C'est la fast-food, ils ont faim. Oui, c'est tout ça. Donc, c'est du délit. C'est très contrastant que c'est un pays communiste et les étudiants du lycée, ils vont étudier chez la McDonald's et tout ça. Donc, ça, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. C'est le paradoxe. Parce que le McDonald's, Faranac, c'est quelque chose qui est importé des États-Unis et c'est symbole de l'impérialisme américain. Oui, tout à fait ça. Mais c'est ça que j'essaie de montrer aussi dans les livres, que le communisme chinois, il est un communisme capitaliste aussi, très capitaliste. On n'imagine pas que ça peut arriver, mais ça, c'est le grand contraste de la Chine aujourd'hui. Et c'est un gouvernement totalitaire. Sauf que c'est capitaliste aussi. Ils exportent pour tout le monde. Ils sont très... Ils produisent beaucoup pour le monde entier. Et les gens travaillent vraiment très fort. Il y a des fabriques, les industries, les trucs sont vraiment... pas très humaine en fait. Et je viens de regarder un reportage hier soir à la télé, que c'était hyper intéressant, que mon mari, il va souvent à la Chine encore parce que sa boîte est là. Et lui, il m'a dit qu'elle a vachement changé. Le pays a vachement changé depuis 4 ans qu'on est là en France. La Chine, elle est un autre pays. C'est beaucoup plus contrôlé. Et il a des caméras partout, dans toutes les rues. C'est le Big Brother, en fait. C'est le Big Brother. Mais c'est vraiment le Big Brother. C'est comme 1984. C'est une référence à ce livre-là de George Orwell. Parce que, mais c'est ça. Je suis désolée de te couper, mais du temps de Mao, même avant, les ouvriers étaient tous habillés de la même façon. C'est des uniformes. Oui, tout à fait. Déjà. Et ils avaient un carnet rouge. Oui. Et chaque fois qu'ils faisaient une erreur... ou une faute grave, tout était noté dans le carnet rouge. Oui, et ça revient aujourd'hui. Et moi, j'étais étonnée, parce que quand j'habitais là-bas pendant 5 ans, ça n'existait pas. Mais hier soir, j'ai vu un reportage, mon mari a confirmé que ça vraiment revient. Ils ont un système, ils appellent les crédits sociaux. Les crédits sociaux, c'est, ils donnent des notes à les gens, à les citoyennes. Par exemple, si tu jettes les papiers dans la rue, tu as une mauvaise note. Donc, ça te bloque d'acheter les choses avec de crédit. Parce qu'il y a un système de vidéosurveillance fulgurante qui vont même reconnaître le visage et l'identité. Tout à fait ça, dans quelques secondes. Donc, la reportage, elle disait justement que ça va être le premier gouvernement totalitaire numérique. Ça, c'est hyper dangereux. Et c'est hyper... Et c'est la science fiction qui maintenant, c'est la réalité. Et ça arrive déjà en Chine. Et moi, je ne savais pas, j'étais étonnée parce que ça fait juste 4 ans que je suis là. Et ça
vachement changé. Donc, les choses, elles changent dans un rythme incroyable à la Chine. Et donc, mon livre, déjà, il n'est pas update. Il n'est plus update. Mais c'est quand même intéressant parce que j'essaie vraiment de montrer les façons contrastantes de ce gouvernement qui c'est communiste. Il a qu'un parti, c'est le Parti communiste, qui est toujours là depuis des décennies. C'est toujours le Parti communiste, mais c'est vraiment versé au capital. C'est vraiment très à la production industrielle et tout ça. Même les gens sont un peu les robots, parce que là maintenant ils sont obligés d'être très comportés, très. Ils ne peuvent pas faire de petites fautes s'il croise, je sais pas, s'il fait pas de fil pour entrer dans les métros, ils ont de mauvaises notes. Tous les citoyens. C'est dingue. Donc c'est comme les carnets rouges, mais beaucoup plus puissante maintenant avec les caméras et tout ça. Donc c'est vraiment les Big Brother. Est-ce que dans ton livre, ton personnage, à la fin, elle commence à s'étouffer? Est-ce qu'elle n'a pas un attachement qui se crée aussi pour le Brésil? Est-ce que finalement, elle ne se dit pas, Brésil, c'est peut-être mieux? Oui, en fait, à la fin, ça va être un spoiler là maintenant, je ne vais pas raconter la fin, mais à la fin, comme je dis au début, elle a beaucoup plus de questions que de réponses. Oui. Et là, elle s'y questionne si elle doit rester à la Chine, si elle doit rester au Tibet, que ça n'a rien à voir avec la Chine. Bien sûr. Le Tibet, il se considère indépendant. Oui. Et la Chine, elle n'a jamais reconnu ça. Donc, je parle un petit peu de ça aussi dans les livres. Pas beaucoup, parce que je ne voulais pas rentrer dans les questions très délicates. Parce que si jamais je veux les livres à la Chine, ça va pas. La censure ne va pas me permettre. Mais je parle un petit peu de ça. Et elle est au Tibet à la fin. Et elle ne sait pas si elle reste au Tibet, si elle reste à la Chine ou si elle rentre au Brésil. Elle a ces conflits dans la fin de l'histoire. Et c'est un peu ouvert, la fin. C'est un peu pour la personne d'imaginer la fin. Tous les gens qui ont lu le livre, ils me demandent un deuxième. C'est vraiment... Ça va être comme le deuxième, une continuation. Est-ce qu'il va y avoir la suite? Je veux vraiment écrire la suite. Mais en fait, écrire un livre, c'est comme avoir un bébé. Vraiment, c'est une gestation, il faut dédier du temps, je ne sais pas si ça va marcher, si je vais trouver un éditeur, si je vais faire une autre publication, donc c'est beaucoup de questions. Et là, j'ai un bébé vraiment, et du coup, je ne sais pas si je peux dédier le temps pour ça maintenant, mais je veux bien. J'adore écrire et je pense que cette histoire, elle a de potentiel pour avoir vraiment une continuation. Moi, ça me donne déjà envie de lire. Ah, merci. J'aimerais bien avoir la version française. Bientôt, on va avoir la version française. Oui. Ça, c'est une promesse. Et même si je ne trouve pas de maison de publication en France, je vais auto-publier ici, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qu'on peut mettre à l'Internet. Et comme ça, c'est peut-être un chemin que c'est mieux. C'est différent de ce que j'ai fait au Brésil. Au Brésil, j'avais une maison d'édition qui était intéressée par l'histoire, donc ils ont fait la publication. Mais en France, je ne sais pas si je vais trouver, mais sinon, je vais faire une autre publication. Donc, j'attends juste la traduction, mais je vous dis avec plaisir. En tout cas, merci. On va continuer avec Farhanac. Oui. Donc, Farhanac, pour revenir à ton spectacle Maya, donc... d'autres indications, d'autres choses à venir? J'aime bien juste ajouter quelque chose vraiment pour les gens qui nous écoutent ce soir. Si vous êtes vraiment passionné de la musique, des événements culturels, vous pouvez y participer. Oui. Vraiment, Maya, c'est un projet pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas musicien, même si vous n'êtes pas danseur, même si vous n'êtes pas poète, etc., vous pouvez y participer. On va avoir un beau spectacle ensemble. Les gens ordinaires pour avoir un spectacle extraordinaire. On est d'accord que c'est ouvert à tous, hein? Quelle que soit la culture, les origines de la personne. Tout le monde. Au niveau de la représentation, ça va être gratuit, payant? Pour l'instant, on n'a pas encore décidé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais peut-être la moitié de notre billet soit gratuit pour certaines associations et certains gens qui ont besoin. Oui.
Tout à fait. Donc, on a dit qu'il y aura de la musique, il y aura de la poésie, il y aura du théâtre. Oui. Vraiment, tu as parlé d'une combinaison de plusieurs arts, en fait. Oui. Quel est, en fait, le fait de mettre tous ces en scène, en fait, quel est l'avantage de mettre tous ces arts, donc le chant, la musique, le théâtre? En fait, moi j'ai pensé de notre gens qui vient nous regarder. Si c'était seulement la musique, peut-être moi, quand je regarde, quand j'entends un concert, moi je comprends quelque chose. Quelqu'un qui est à côté de moi, il comprend d'autres choses. Mais avec les images, avec les poèmes, avec la danse ou le spectacle qu'on voit, on peut vraiment avoir une combinaison pour montrer ce qu'on veut, pour donner l'idée. Si j'entends par exemple les percussions, je peux comprendre certaines choses, je peux capter certaines choses, mais d'autres personnes peut-être n'arrivent pas à comprendre ce que je comprends. Donc c'est pourquoi j'aime bien que ce soit compréhensif pour tout le monde. Bien sûr. Peut-être il y aura quelqu'un qui est sourd, qui n'entend pas, mais il peut voir ce qu'on fait. Exactement. En fait, c'est pour avoir un public beaucoup plus large. Oui. Donc, peut-être il est voyant, mais il peut entendre. Il n'entend pas, n'est-ce pas? Donc, ça sera normalement à l'Université Lyon 2, on espère. Oui. De quoi tu as besoin à l'heure actuelle? Donc, pour mener à bien ce projet, on peut en profiter à l'antenne pour en parler. Bien sûr. Pour les parties percussionnistes, j'aime bien toutes les percussions du monde, franchement. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Si vous cherches des musiciens? Oui. Tu peux passer l'annonce, hein? C'est le moment idéal. Exactement. Pour les gens qui nous écoutent. Oui, les gens qui nous écoutent. Vraiment, si vous êtes passionné pour ce projet, venez parce que c'est ouvert pour vous. C'est pas difficile. Et c'est pas quelque chose, comment dire, c'est quelque chose faisable. Il faut oser. Il faut oser. Exactement. C'est quelque chose que je dis toujours. En fait, pour notre spectacle, on a besoin pour l'instant, on a des chanteurs et chanteuses, mais je préfère encore des autres voix, parce que chaque voix a sa propre personnalité. Donc, en termes d'instruments, qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on a les percussions comme daf, doyere, cajon, quoi d'autre? Il y a des instruments éthiopiens aussi. Par exemple? Malheureusement, je ne connais pas... le tam-tam, des choses encore... Oui, des choses comme ça, oui. Et après, au niveau de certains instruments, ça sera violon, ça sera tar, ça sera ney aussi, pour l'instant. Mais il y a certaines percussions qui, ça sera propre des gens qui ne connaissent pas la musique, mais il va faire jouer la musique, les instruments. Oui. D'accord. Donc, on cherche tout type d'instruments quelque part, hein, de la guitare, le violon. Donc, Elvira, si elle nous écoute, son fils, par exemple, qui fait du violon et qu'on a eu dans notre émission. Même vous-même. Par exemple, moi, je ne joue jamais, même pour moi, même ça sera challenge. Pourquoi? Parce que je veux choisir un instrument que je n'ai jamais joué dans ma vie, mais on va le faire ensemble. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc, en fait, on a dit c'est ouvert à tous. Exactement. Et ce n'est pas propre des Lyonnais parce qu'on a des artistes qui viennent de Genève aussi. Oui, ça, c'est important à le dire. Oui. Donc, si vous voulez vraiment participer, ça sera ouvert pour toutes les villes à côté de Lyon, même les pays à côté. On peut vraiment avoir une émission ensemble bien précisée pour les répétitions aussi. Alors, une autre annonce peut-être par rapport aux passeurs d'Europe? Oui. Donc, on a déjà quelques éléments. Mariana, si tu veux faire aussi cette année. Je veux faire cette année. L'année dernière, j'étais désolée que je ne suis pas. Moi, j'ai vu passer quelques commentaires. Si tu peux nous en toucher quelques mots. Quand est-ce qu'on le fait? Quel est le contexte? Oui, comment on le fait? On sait que ça sera encore Gaël Konaté qui va mettre sur la scène. Accompagnement de plateforme.
Mais ça déroule, les répétitions, ça commence à 10 mars, le mois mars 2020, oui, sur le thème de courage. Le courage sera sur scène. Où c'est qu'on joue? Donc, si on peut répéter encore une fois. Ça sera dans la salle Astrée. Donc, qui se trouve en fait dans le domaine de l'Adoua. Moi, j'y serai. Oui, donc, comme chaque année, ça sera ma 7e édition avec Gaëlle Konaté. Donc, peut-être faire un petit appel aux gens qui veulent participer. Donc, qui sait qui peuvent contacter la plateforme? Oui. Mais je pense que c'est à toi de dire ça. Donc en fait, oui, tout à fait. Il y a la plateforme en fait qui organise cet événement-là. Si vous voulez participer, juste Farhanac. Donc l'année dernière, quand on avait fait le thème de la beauté, en souvenir comme ça. Quelles étaient les langues? Parce qu'en fait, c'est ouvert à toutes les langues du monde. Exactement. Pas seulement les... En fait, on dit passeurs d'Europe. On a tendance à penser que c'est les langues d'Europe, parlées en Europe. Oui. Le portugais, l'espagnol, l'italien, le français. C'est pas du tout le cas. C'est les Outre poèmes. ces langues, quelles sont les autres langues qu'on a entendues dans l'année dernière, par exemple? L'année si tu as dernière, souvenir. c'était la langue arabe, c'était espagnol, italien, russe, persan, turc... je pense que c'était roumain, c'était suédois, c'était vietnamien, c'était la langue, en fait, Daphné. C'est un pays de l'Est, non? Oui, oui. C'est un pays, la Lituanie peut-être, si je me trompe pas. Oui, enfin, les langues des pays de l'Est. Corée du Sud, on avait japonais. Chinois. Oui, chinois, oui. Il avait même des dialectes, non, de quelques pays africains. Je sais pas, oui, bien sûr. Au moins, quand j'ai participé, je me souviens de ça. Et de ton époque, quand on l'avait fait ensemble, Mariana, tu as souvenir des langues, d'autres langues? Oui, je me souviens qu'il avait des dialectes de quelques pays africains. J'ai trouvé super intéressant ça, parce qu'il avait des langues que j'ai jamais entendues. Et c'est beau, ça sonne beau. C'est comme en fait, c'est symphonie des langues. Oui, tout à fait. Oui, mais je ne me souviens pas. Farhanac, quelle était ton impression par rapport aux Passeurs d'Europe? Je sais que c'était une semaine de... Moi, je le sais, donc c'était une semaine de répétition intense. Les souvenirs comme ça? Oui. En fait, moi, j'y étais par hasard parce que j'ai vu l'annonce sur le site de l'université. Oui. Comme ce que tu as dit, je me suis dit que c'est Passeurs d'Europe, donc ma langue qui est moins connue dans ce monde entier, n'a aucune chance. Donc, j'ai demandé à Aurore est-ce que personne ça peut avoir la chance aussi? Elle m'a dit oui, donc elle m'a envoyé 4 poèmes. Parmi les poèmes, j'ai choisi tout de suite poème portugais. C'était coup de cœur pour moi. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était ça que j'ai vu les gens différents, de différentes cultures, mais qu'ils étaient sur la direction Gaëlle Konaté unis. Bien sûr. On a fait quelque chose d'extraordinaire vraiment pendant une semaine, monter en scène quelque chose à peu près professionnel. On était moi, j'étais débutant pour un spectacle comme ça, mais quand même. Nous arrivons à la fin de notre émission. Tes derniers mots, Mariana? Merci beaucoup Merci à pour toi d'être venue, d'avoir accepté mon invitation. C'est un échange super riche, j'adorais vraiment. Et juste rappeler où on peut se procurer le livre, donc sur le site de Amazon. Amazon.com. En ce moment, c'est qu'au Brésil. C'est la première édition. D'accord. Ouais. Mais bientôt, on va voir la version française. Et là, je vous tiens au courant. C'est ça. En tout cas, merci encore. Merci beaucoup. Oui, c'était une super opportunité d'échange. J'adorais. Et j'adorais aussi les projets de Farhaya. Oui, je veux vraiment y aller et participer. Pourquoi pas, oui. Oui, il faut. Hein, donc, je veux vraiment, oui, je suis très intéressée. Farhanac, peut-être une poésie? Bien sûr.
Ah, nous t'écoutons. Vu qu'on a parlé des femmes et notre projet, en fait, le problème que j'ai avec la société, c'est pourquoi je pensais de ce projet, c'est ça que toujours, malgré les événements, malgré les associations qui travaillent pour les femmes, ça, aujourd'hui, en fait, depuis des siècles et des décennies, la femme toujours était seconde citoyenne dans tous les pays dans le monde entier. Ce poème parle de ça. D'accord. En fait, des enjeux des femmes et le problème que dans notre projet, ça sera chanté avec la belle voix de Helia Jahed. Mais je vais vous lire. Nous écoutons. Oui. کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود در عدالت خانه انصاف زن شاهد نداشت در دبستان فضیلت زن دبستانی نبود دادخواهی های زن میماند عمری بی جواب آشکارا بود این بیداد پنهانی نبود بس کسان را جامه و چوب شبانی بود لیک در نهاد جملگی گرگی بود چوپان نبود از برای زن به میدان فراخ زندگی سرنوشت و قسمتی جز تنگ میدانی نبود نور دانش را ز چشم زن نهان می داشتند این ندانستند ز پستی و گرانجانی نبود زن کجا بافنده می شد بینک و دوک هنر خرمن و حاصل نبود آنجا که دهقانی نبود. Merci beaucoup. Pour résumer la situation, de quoi a-t-on parlé dans la poésie? En fait, je dis, il dit que si les femmes ne connaissent pas autant que les hommes, c'est à cause des siècles qu'ils ont caché la lumière de savoir des femmes, sur les femmes. Oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour cette belle interprétation. Mariana Freitas, Faranak, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur les ondes de la couleur, donc aux couleurs de la poésie et la radio Made in Turkey. Donc, merci encore à toutes nos auditrices et nos auditeurs d'avoir passé ces 2 heures d'émission. On a voyagé à travers la poésie, les projets, à travers ton livre, Mariana. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, hein, n'est-ce pas? Comme la vie. Oui. Exactement. Donc, merci à vous et à la prochaine, donc à vendredi prochain à 19h avec d'autres invités. Merci encore. Merci et bonne soirée. Au revoir. Şiir Renginde programı sona erdi. Eğer bir nebze de olsa yüreklerinize su serptiysek ne mutlu bize.